téléspectateurs, et bienvenue dans Plus ou moins Geek, la seule émission qui réunit tous les pans de culture geek, et ce, en 52 minutes. Il va y avoir, comme d'habitude, un tas de choses délicieuses dans cette émission, mais laissez-moi vous présenter la team qui m'entoure. Il est réclamé par l'univers entier, notre chroniqueur cinéma, Rurik Salé. Il est réclamé par la France entière, notre chroniqueur série télé, Joe Hume. Personne à Bordeaux ne nous a signalé sa présence, Monsieur Laurent Kessy, BD roman. Le dernier morfle toujours un petit peu. Et notre invité du jour, il est grand, par le talent et par la taille. Voilà, Slimane Baptiste Berhoun, révélé par le Visiteur du Futur, héros des opérateurs sur une grande chaîne de télévision. Et tu vas passer une petite heure avec nous, Sim. Eh ben allez. T'es chaud? Un bisou? On y va. Au programme aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le roman Dying Inside, un reportage sur la création de maquettes, Yumi, sa rubrique cosplay, la série de beaux gosses 21 Jump Street, le dictionnaire de Seb Lacheret, Fred et Seb rematant le dessin animé Freakazoid, RL nous emmène au cœur des bains publics, mais aussi le film Les Diaboliques et la Shopping List. Et aujourd'hui, notre invité n'est autre que l'humoriste, auteur, réalisateur Slimane Baptiste Berhoun, alias Slim. À son actif, la web-série J'ai jamais su dire non, et ses millions de vues, la co-réalisation et écriture de la série Les Opérateurs, diffusée sur France 4, dont il joue le rôle principal, l'incarnation multiple du docteur Castafolt dans la série à succès de François Descraques, le Visiteur du Futur. Et en fin d'émission, ce sera à lui d'élire le chroniqueur le plus convaincant. Et oui, plein de bonnes choses encore dans cette nouvelle émission de la saison 3. Et Slim, je suis très content de t'accueillir. Les règles du jeu, c'est qu'en tant qu'invité, tu as le droit de réagir aux chroniques plus ou moins intéressantes de mes petits camarades. Mes petits camarades. Camarades. Oui, je suis un animateur russe. Camarades. Chez vous aussi, vous pouvez commenter en russe si vous le voulez l'émission avec le hashtag plus ou moins geek sur Facebook, sur Twitter, sur le site internet, sur le forum en direct. Venez réagir. Et tout de suite, on attaque avec celui qui, je ne sais pas comment il va réussir à raccorder sa rubrique avec la culture geek, Rurik avec du Clouseau. Eh bien, je ne pourrais pas. Voilà. Ah, au revoir, au revoir. Écoute, on a passé une très bonne année. Ouais, c'était. Non, mais la culture geek, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, soyons un petit peu, car moi, c'est fascinant. La culture geek, c'est, je sais pas, moi, c'est de la passion. La passion, eh ben, la passion, c'est le cinéma. Le Diabolique, c'est un film. Le cinéma, passion, geek, voilà, c'est fait. Donc, Henri-Georges Clouzot, t'as vu un petit peu? C'est un petit peu un tour de Gérard Majax. Hop, tu vas, regarde bien, hop, il est plus là. Donc, l'histoire, c'est que Henri-Georges Clouzot, d'abord, est un réalisateur français incroyable. Cette fois-ci, c'est vrai. Non, quelques petites images, on en a marre d'entendre parler des gens. Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique. Qui est là? Allô, qui est là? Répondez, nom de Dieu. Une baignoire diabolique. Un costume d'homme diabolique. Une malle en osier diabolique. Une piscine. Alors, Les Diaboliques, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Vera Belmont, dont on voit les yeux au moment. C'était la propre femme du réalisateur. C'est important de le dire, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Qui est une femme très fragile. Dans la vraie vie, elle était d'ailleurs comme ça. Elle joue presque Scalène. Et elle est comme ça. Son mari est responsable d'une école pour les enfants. Et il y a une femme, je ne sais plus trop ce qu'elle fait dans le film, c'est Simone Signoret. Le mari, c'est Paul Meurice. Et le mari est vraiment relou, quoi. Il fait chier. Il est vraiment désagréable. Simone Signoret, qui est vraiment vénéneuse dans le film, dit à Vera Belmont, écoute, ton mari, il commence à être relou, qu'est-ce que tu dis de s'en débarrasser, quoi? Et il commence à dire, je peux pas, et tout. Puis en fait, elle commence à lui implanter l'idée dans la tête. Et il tue Paul Meurice, le mari, il le tue, il le noie et tout. Donc là, bon, les choses vont un peu mieux, sauf que, à un moment, ils prennent une photo comme ça de groupe de toute l'école devant le bâtiment, et sur la photo, à l'une des fenêtres, eh ben, on voit le mari qui est en train de les regarder, quoi. Et là, elle commence à être terrifiée. C'est Hitchcockien, là. C'est Hitchcockien. Et tu vois, j'ai les poils qui se hérissent, quoi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et Vera Belmont, qui est très fragile, commence à être terrifiée. Je vous dis pas du tout ce qui se passe. C'est un suspense hallucinant, vraiment. Il y a des scènes, il y a certaines scènes, bon, je vais encore une fois pas spoiler, qui sont encore une fois aujourd'hui absolument flippantes, à tel point que les Américains se sont dit on va faire aussi bien voire mieux, on va faire un remake avec des acteurs du même acabit. Alors Isabelle Gianni, bon, pour le coup est une vraie belle actrice, et Sharon Stone bien sûr. Voilà, je n'ai pas vu ce remake parce que je m'en branle, mais en tout cas moi je l'ai vu parce que j'aime les hamsters. Ouais, très bien, bonne idée. Et d'ailleurs la Gianni, c'est ce que je racontais tout à l'heure, on lui avait dit un jour mais comment s'est passée la collaboration avec Sharon Stone sur le tournage? Elle a dit écoutez,
Je préfère ne pas révéler comme ça, mais disons qu'un film suffira. Voilà, elle a répondu ça. J'ai trouvé ça très drôle et très fort. C'est très français. Et dans le film, alors on trouve plein de gens, donc je vous ai dit cela, mais il y a aussi des seconds rôles pas connus. Michel Serrault, qui était déjà vieux. Johnny Hallyday, figurez-vous. Ouais. Et même pas Steven Seagal. Non, Steven Seagal, ça aurait été trop dans le rôle drôle, d'une tu femme. l'aurais tout de suite. Alors regardez, voilà. Johnny Hallyday, derrière Simone Signoret, c'est Johnny. Oh mais oui. Vous voyez, Johnny était dans Les Diaboliques. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Clouseau était très très dur avec sa femme, Vera Belmont, qui est donc l'actrice qui est très très fragile, vraiment, on voit, et qui est morte d'ailleurs très jeune aussi. Je pense qu'il a tellement fait chier qu'au bout d'un moment, elle a fini par... Je crois qu'elle est morte peut-être d'une crise cardiaque. Je dis des conneries, c'est peut-être pas ça, mais elle dégage cette fragilité. Et Clouseau a essayé de monter d'autres films fous, dont notamment un truc qui s'appelait L'Enfer, avec Romy Schneider, dont on voit encore des images, le film n'a jamais été fait, mais des tentatives graphiques où il projetait de la lumière et des couleurs sur Romy Schneider. Ouais. C'est hallucinant, cette fois-ci c'est en couleur, c'est fou. Clouseau était vraiment un réal monstrueux. Voilà, maintenant je sais que Clouseau, c'est un petit peu de la culture geek. C'est un inspecteur. On va passer du noir et blanc à la couleur avec Yumi et sa rubrique cosplay, tout en chaleur, tout en couleur, tout en bonheur. Salut à tous, aujourd'hui 4 indices pour deviner mes 2 invités du jour. Indice numéro 1, ce sont 2 femmes combattantes redoutables. Indice numéro 2, l'une est illusionniste et l'autre se bat avec un boomerang. Indice numéro 3, elles se font toutes les deux invoquer sur le champ de bataille. Indice numéro 4, elles sont toutes les deux cheatées. Ça vous laisse quelques instants pour réfléchir. Il est temps pour moi d'accueillir mes 2 invités du jour. Donc bonjour, pour le moment vous êtes en civil, donc comment est-ce qu'on doit vous appeler? Donc moi c'est Margot. Moi c'est Marjorie. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis en prépa maths physique chimie, en première année. Et moi je suis en mise à niveau en art appliqué. Donc on est plus connus sous le nom de Lola et Mumu. Donc il est temps maintenant de découvrir leurs identités secrètes. Alors déjà, pourquoi Irelia et Leblanc? Parce que je tiens absolument à faire du LOL parce que j'adore le jeu, j'adore vraiment l'univers. On peut faire des costumes super variés, il y a tous les types, il y a toutes les influences. Il y a des influences de WoW, il y a des influences du manga, il y a des influences des films. Donc pourquoi par contre est-ce que vous vous cosplayez? Mon père fait de la scène et j'ai toujours admiré dans ses costumes de scène. J'ai toujours été ancrée dans un milieu très artistique et manga aussi, grâce à ma mère qui est asiatique. Quand j'ai vu tous ces costumes en allant en convention, je me suis dit mais pourquoi pas moi? Tout cet esthétisme dans les mangas, pourquoi ne pas le reproduire en vrai? C'est très passionnel. Avant je faisais des compétitions d'équitation et du coup dans une des épreuves on doit créer toute une scène et en fait quand j'ai dû arrêter à cause d'un accident, un ami m'a emmené en convention. En fait je trouvais ça vachement très très beau, je trouvais des gens mais je disais ah ouais magnifique et du coup j'ai envie de me lancer en disant bah j'aime bien coudre, j'aime bien tout ce qui est débrouillarde, on va essayer. Bon, on va peut-être passer un peu à l'explication de vos costumes. Un costume en fait c'est pas la partie la plus longue, c'est pas de le faire, c'est de le penser, vraiment. Je vais avoir mis 3 mois à le penser dans les moindres détails et ensuite quand on passe au détail genre pour faire une arme comme ça, moi ça m'a pris 3 jours. Et en fait, on commence par prendre du polystyrène extrudé, qu'on doit commencer par tailler. Par-dessus, pour donner l'aspect brillant, moi j'ai mis de la résine. La résine, ça consolide, mais il faut faire vraiment attention parce qu'il y a 2 types de résine. L'époxy, le gros problème, c'est que si on dose mal le durcisseur, eh ben, elle peut ne jamais sécher. Et le polyester, même si elle sera toujours un tout petit peu verte, mais on peut doser le durcisseur, même si on est mauvais, ça ne changera pas, ça va juste changer le temps de séchage. Après, ton arme, elle se plie, elle se déplie? C'est des barres de fer après. Normalement, dans le jeu, elle a pas les barres de fer. En fait, son arme bouge et s'ouvre et se referme sans rien. Après, il y a des ornements sur ton armure? Ma combinaison, c'est du cuir. Et après, c'est toujours la même technique. Tous les pics, c'est du polystyrène extrudé, donc des plaques de mousse taillées. Tout ce qui est cuissarde et les avant-bras, c'est de la mousse. Et toutes les autres pièces, c'est du Warbler. Certes, beaucoup de gens pensent que c'est magique avec le Warbler, on peut tout faire, parce que toutes les grandes cosplayeuses en utilisent. Si on sait pas l'utiliser, ça ne donnera jamais quelque chose de formidable. On va passer à ton cosplay. Donc c'est le blanc. Le blanc skin prestige. Moi je suis plus axée sur le tissu, comme mon costume peut le démontrer. Donc j'ai dû concevoir un costume qui s'ajuste à mes proportions. L'intérêt c'est d'avoir aussi de pouvoir mettre son corps en valeur aussi, en se maigrissant un petit peu avec un effet de trompe-l'œil. Mais surtout, l'important c'est de faire un costume dont on est conscient qu'il est adapté à nos proportions. Ce costume, c'est un bustier, une queue de pie et un pan. La conception de ce bâton a été réalisée en moins de 3 jours et sa réalisation aussi. Première fois pour moi que j'utilise de la mousse expansive.
fiasco total. Donc vraiment prévoir aussi une marge pour tout ce qui est armes et pas les faire à la dernière minute, c'est vraiment une très mauvaise idée. L'intérêt de la mousse expansive, c'est que tout est en un bloc entre guillemets et fusionne avec le bois. Il est temps maintenant de passer aux astuces de nos cosplayers. Petit conseil make-up, porter des couleurs foncées sur les lèvres, c'est difficile. Donc pensez toujours à unifier votre teint de façon à avoir aucune imperfection et ne pas trop briller parce que n'importe quelle imperfection qui ressortira et sera beaucoup plus rouge qu'elle ne l'est vraiment. Et sur les photos, c'est vraiment très. Moi, je vais faire un petit conseil sur à Japan Expo. Grand conseil, hein, parce que faut tout doubler, surtout pour tout ce qui est armure, faire des attaches supplémentaires. Parce que, on va dire que tous les visiteurs de Japan Expo, parfois, c'est assez dur de circuler, tout ça. Donc, pensez à faire maintenant, raccrochez vos armures avec un autre petit bout de fil en plus des attaches qui les rattachent au corps. Prévoir durable. Pour Irelia et Leblanc, c'est 7 et 9 jours de rush, 2 mètres de sky, 2 bombes de mousse expansive et 6 boutons en fimo. Coupé! L'aventure plus ou moins geek se poursuit avec Sébastien Lacheret et son Geektionnaire. Que nous réserve-t-il? Bonjour et bienvenue dans ce Geektionnaire consacré au au Lit Speak, ou Lit tout simplement. Lit Speak est composé de Lit, élite, et de Speak, parler. C'est donc le langage de l'élite informatique, à l'opposé du noob, du newbie, du néophyte. Let's speak pour les hommes. Wow. Le LeetSpeak naquit dans les années 80 sur les BBS, ces serveurs auxquels on se connectait avant Internet pour discuter ou échanger des fichiers. Sur les BBS, seuls les utilisateurs ayant le statut d'élite avaient accès à des privilèges, des dossiers spéciaux, des jeux ou des salons de discussion privés. Pour protéger leur statut mais également pouvoir discuter de certains sujets un peu sensibles sans se faire capter, les élites ont été obligées de créer un langage codé, le LeetSpeak. Et oui Marty! Le LeetSpeak est basé sur tous les caractères du système ASCII. Mais je comprends pas bien, là, c'est quoi le rapport? Mais non, le système ASCII, c'est la norme d'écriture qu'on utilise pour écrire une adresse HTML, par exemple. Selon le degré de complexité de codage que l'on souhaite obtenir, on écrit en LeetSpeak en remplaçant toutes les lettres de l'alphabet par des chiffres ou par des groupes de symboles. Le but étant de se rapprocher graphiquement le plus possible de la phrase d'origine. Exemple, Geektionnaire s'écrit en LeetSpeak comme ceci. Ou comme cela. Et ouais, ça claque, hein! De nos jours, bien que toujours underground, le Lit a perdu sa connotation de langage d'informaticien élitiste. Il fait partie de la panoplie de communication de la culture geek, mais pas que. Certains services marketing ont eu l'idée de l'utiliser pour se démarquer, pour faire in. Au cinéma notamment, où vous avez pu voir les affiches de Seven, Taxi 4, Scream 4 ou Frankie la Gourmande 4. Et vous pouvez également écrire vos anti-sèches en LeetSpeak. Comme ça, hop, ni vu ni cunu. Et voilà, vous savez maintenant ce qu'est le LeetSpeak. J'aimerais finir ce Geektionnaire sur une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait très justement... Passons tout de suite à la rubrique Qui coulole avec Laurent. Oui, alors, rubrique Qui coulole... Que ça te va bien. Je vais vous parler de Robert Silverberg. Quelle coquine, ce Laurent. Tu es bien placé pour le savoir. Robert Silverberg, donc, un bouquin de 1972 qui s'appelle en anglais Dying Inside et en français L'oreille interne. Je dis le titre anglais parce qu'il est ressorti sous son titre anglais. On regarde une vidéo qui n'a rien à voir, mais que, voilà. Dans une autre dimension. Une dimension où n'entre pas seulement en jeu l'espace, mais un monde où peuvent s'entrebâiller et se refermer à tout jamais les innombrables portes du temps. Vous entrez dans la 4e dimension. C'est le seul rapport que j'ai trouvé avec une vidéo parce qu'il n'y a quasiment aucun bouquin de Silverberg qui a été adapté, sauf dans le remake de la 4e dimension, une série de 85, il y a eu une nouvelle qui a été adaptée qui s'appelait To See the Invisible Man, qui est le 2e épisode de la nouvelle série. Bon, bref, voilà. Donc Silverberg, c'est assez rigolo, il faut que je vous explique comment on en est arrivé à Dying Inside, parce que c'est l'homme qui prend sa retraite. Il commence très tôt, à 18 ans, il commence à publier en 55 des romans et des nouvelles, et c'est un piscopi, quoi. Il est à New York, il est vraiment intégré dans le milieu éditorial de la SF, et il envoie. Il est réputé pour... on lui demande d'écrire une nouvelle sur un thème, le lendemain, l'éditeur reçoit la nouvelle, quoi. C'est une machine. Putain. D'accord. Oui, et il écrit comme ça, j'ai noté entre 57 et 59, il écrit 220 nouvelles et 11 romans. Mais en 59, il est complètement cramé. Le milieu éditorial de la SF
périclite un peu, il n'y a plus trop de débouchés. Et donc, il décide de prendre sa retraite de la SF. Et là, il se met à écrire des essais historiques pour la jeunesse et des romans érotiques. Alors, c'est pas des romans porno, c'est des romans érotiques. Je ne comprends pas la subtilité. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer? C'est qu'il y a un très bon article dans un numéro de Bifrost qui lui est consacré où il explique que voilà, il pouvait pas dire mon membre turgescent, tu vois. Il explique il pouvait simplement dire ma grosse tub. En fait. Ouais, ça il pouvait pas dire. Il était obligé de dire le désir m'a pris au creux des reins, tu vois. C'était toujours des trucs comme ça. Moi, je valide ça. Et il va repartir à la SF parce que Frédéric Paul, qui est un grand agent, un grand éditeur de l'époque, lui dit regarde, la SF maintenant c'est devenu un peu plus adulte, tu vas pouvoir faire des trucs que tu aimes et ça va se vendre. Donc lui il dit super. Et du coup Silverberg entre 69 et 74, il écrit des romans absolument géniaux, tous plus géniaux les uns que les autres. Alors vous avez peut-être lu ou entendu certains des titres, il y a L'homme dans le labyrinthe, Les monades urbaines, Le livre des crânes qui est absolument merveilleux et le livre dont j'ai envie de vous parler, parce que c'est sans doute un de mes préférés de Silverberg, s'appelle Dying Inside, donc en mourant à l'intérieur, il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur, et en français, l'oreille interne. C'est l'histoire de David Selig, qui a 40-45 ans, qui est un juif new-yorkais et qui est un raté, voilà, on peut le dire. Il a fait des études, mais il n'a jamais rien fait de sa vie après. Il se retrouve à faire des devoirs pour les étudiants de Columbia, de l'université, et il leur vend, en fait, les mecs viennent lui acheter les devoirs qu'il prépare. Ça existait ? Il paraît, ouais, que ça existe. Sauf que David Selig, il a une particularité, il est télépathe. Et toute l'histoire va être qu'il est en train de perdre son pouvoir, et ce que ça fait sur lui, quoi. Il y a quelque chose qui meurt en lui, et il va essayer de devoir retrouver sa place dans le monde, parce qu'il était caractérisé par ça, véritablement, c'est ce qui faisait son identité. Et au milieu de ça, on a des scènes complètement hallucinantes de télépathie. On a à un moment un trip sous LSD, que lui ne fait pas, mais il le fait par le cerveau de sa copine qui elle a pris un trip. Ah, c'est cool. Et donc ça ressemble plus à un roman mainstream, tu vois, sur un juif new-yorkais et sur ses atermoiements, sur son histoire d'amour et tout ça. Sauf que l'élément SF fait que ça prend une ampleur vraiment dingue et que c'est véritablement l'histoire d'une mort, de l'entropie, de quelque chose et que à la fin je vous raconte pas, mais voilà, est-ce qu'il va réussir à survivre, à se réinventer en ayant perdu son nom. Et c'est vraiment très très beau. Tu disais ça me met les poils, mais c'est vraiment un truc, on est emporté là-dedans et on est vraiment avec ce personnage qui raconte son histoire. Mais à la base, c'est un truc qu'il contrôle pas ou c'est au contraire un truc qu'il arrive à contrôler? Si, il arrive à contrôler. Il est tout enfant, il apprend à contrôler quand il se rend compte de ce truc-là. C'est comme s'il était super fort quand il était enfant et que petit à petit, au fur et à mesure qu'il devient adulte, disons qu'à partir de la quarantaine, ça commence à péricliter. Ouais, c'est aussi une métaphore sur la crise de la quarantaine. Et voilà. Eh bien, écoute, ça me donne une très bonne transition pour vous lancer la rubrique d'RL, qui elle aussi atteint la quarantaine. Oups. C'est adorable. Alors les petits otaku de merde, vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi je vais vous apprendre la vie, moi, c'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Les bains publics, c'est un peu comme une piscine avec de l'eau chaude. Mais arrête tes conneries! Laissez-moi vous expliquer, dans un langage châtié, en 3 points, pourquoi cette idée pue du cul. Point numéro 1. Il y a une certaine éthique à respecter quand on va aller au bain public au Japon. Déjà, les hommes et les femmes sont séparés. Merci les jésuites. Ensuite, il faut se laver avant de prendre son bain. Oui, il faut être propre avant d'être propre, quoi. Alors on se lave assis, avec un baquet pour se rincer. C'est un truc à prendre. Je vous conseille également de ne pas rester plus de 10 minutes dans l'eau chaude. Après, on risque de faire des malaises. D'ailleurs, il y a même des boutons d'appel au cas où quelqu'un se retrouvait par terre. On ne met rien dans l'eau, pas de savon, pas de maillot de bain, pas de serviette. Séchez-vous bien quand vous sortez, et si vous êtes dans un ryokan, une auberge traditionnelle, on vous prêtera un kimono pour vous sentir bien après. Attention, très important, toujours le côté gauche par-dessus le côté droit. L'inverse, c'est pour les enterrements. Point numéro 2. Et j'ai testé pour vous les onsen. Oui, je donne de ma personne. Alors au début, j'avais un petit peu peur de me retrouver à poil en public, mais finalement personne regarde et avec la vapeur, on voit plus rien. La mamie à poil dans les vestiaires, par contre, c'est peut-être pas le meilleur souvenir que je garde. Point numéro 3. Et dernier conseil, l'eau est vraiment très chaude, plus de 40 degrés, alors ça pique un peu le cul et surtout, pensez à protéger vos parties. Finalement, c'est bien que ce soit pas mix, parce que les mamies à poil... Mais c'est bien, il fait des progrès. Et toi, si t'as pas compris chez toi, je viens t'éclater les dents, ok ? Au revoir. La suite, c'est le moment du grand sujet geek. On s'est penché sur les maquettes et notamment les maquettistes. On se retrouve juste après. Les amis, aujourd'hui je vais vous appeler les huissiers. Oh non, ne partez pas, n'enterrez pas l'or de mamie ou votre Néo Géo dans votre jardin. Je vous présente Cécile l'huissier.
Elle et son mari, qui se cache car il est tout intimidé par David, sont des maquettistes fous, n'hésitant pas à vider des tonnes de colle et à déboiser les forêts tropicales pour donner vie à des créations plus impressionnantes les unes que les autres. Qu'est-ce que le Studio Scale Federation ? C'est une petite équipe de grands passionnés de science-fiction. Nous avons en fait eu la bonne idée, grâce à notre savoir-faire depuis des années, parce que bon, ça se fait pas du jour au lendemain, de créer une petite équipe pour montrer le savoir-faire français au niveau artistique par rapport à la science-fiction et au cinéma. Notre grande idée est justement de développer la maquette de cinéma en version studio scale, c'est-à-dire échelle de studio. Quels sont les grands principes de la maquette de studio ? Le principe de la maquette de studio, c'est de créer de gros modèles par rapport à la caméra. Comme ce sont de gros modèles, on peut plus s'éclater dessus, puisqu'au niveau du détail, c'est beaucoup plus précis et au niveau de la peinture, du détail, du développement artistique, on peut vraiment faire des choses complètement fous, quoi. Comment t'es-tu retrouvée à faire des maquettes ? Pourquoi j'ai basculé là-dedans ? C'est voilà, c'est familial, quoi. C'est familial, hein. J'ai un père qui faisait de la maquette basique, bon, c'était du bateau et du camion, et effectivement je suis tombée dedans quand j'étais petite et je n'ai jamais arrêté, jamais. Mon mari est aussi complètement dingue de SF et c'est pour ça qu'on a créé en fait notre association. Quel est le point de départ de toute maquette ? Quand on est dans le milieu de la science-fiction, on s'intéresse à beaucoup de choses. Alors on recherche en fait le déclic, il se fait, tiens, ce design, c'est le design qui au fur et à mesure se développe dans la tête, hein, c'est-à-dire qu'on a une image de ce qu'on a envie, et ensuite on se dit, ah ouais, ça peut être bien. Quel type de matériaux utilises-tu ? C'est pas forcément des matériaux nobles. Exemple, là, vous voyez, c'est du carton en fait. Tout ça, c'est du carton. Là, pareil, hein, la conception est en carton, plastique, il y a divers matériaux. Fragile, mais costaud, c'est-à-dire que dans le temps, ça résiste vraiment. C'est ça qui est intéressant. C'est une création totale. C'est tout fait en résine. Alors là, en fait, vous voyez, c'est pas de la peinture. C'est carrément du métal coulé dans la résine. Donc là, elle est en cours de conception. Elle n'est pas terminée, bien sûr. Elle sera en fait mécanisée par la suite. Là, c'est fait avec des matériaux de la vie courante. C'est une maquette qui a été réalisée pour le fan-film Ordre Sith sur l'univers de Star Wars. C'est l'arrière d'une télé. C'est la coque qui a été coupée en plusieurs morceaux. Vous avez un ancien cockpit de Concorde. Là, ici, vous avez des boîtiers de télécommande, des touillettes à café. As-tu rencontré un grand de la maquette de ciné ? On a eu une chance terrible de rencontrer Ray Harryhausen. On a montré nos maquettes parce qu'en général, quand on se déplace, on a soit le pressbook ou soit quelques maquettes sous le bras, comme on dit. Il nous a félicités par rapport à notre travail. Alors là, ça fait le déclic. On s'est dit, ah mais alors, pourquoi on ne ferait pas une association ? Parle-nous de la maquette du Discovery. Elle est présentée en version 2001, mais en réalité, c'est la version 2010. Parce que là, elle est en cours de finition, elle n'est pas terminée. Donc quand elle sera terminée, elle aura la couleur sable, donc de 2010. Tout est réalisé à la main, dans des blocs de plastique. C'est vraiment là une réalisation du type professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carton, c'est tout en plastique. Il y a 3 ans de boulot là-dessus. Et donc cette maquette sera ensuite tout en résine parce qu'au niveau du détail, c'est beaucoup plus intéressant. Combien d'heures de travail pour une maquette ? La plupart des maquettistes, en fait, des modélistes, hein, la plupart, on ne compte pas nos heures. On ne compte pas les heures. Comme on a tous une vie de famille durant la semaine, hein, on a notre travail. La plupart du temps, on bosse tous le week-end en fait, sur nos projets.
dernière remarque pour nos futurs maquettistes? Surtout, une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a tous été débutants un jour. Donc il faut se lancer. Le seul truc, il est là. C'est qu'on est passionné, même si on se dit « Ah, je suis pas capable ». Non, tout le monde est capable. Le truc, c'est ça, il faut se lancer. Bon bah moi je vous laisse. Je dois me faire une maquette de maison Barbie. Mais attendez, qui c'est qui a écrit ce texte? C'est sexiste? Heureusement que je suis payée. Incroyable maquette. Ah la vache. Elles étaient belles ces maquettes. Qui rime avec coquillette. Et justement, vous êtes plutôt SFX ou FX à l'ancienne? Alors, je vais placer mon point de vue, après je vous laisserai parler et vaguer de ci, de là. Je voulais juste dire que moi je suis vachement SF à l'ancienne, bien que quand tu utilises très bien la modernité, on va dire, Terminator 2, Cameron, vraiment au service de l'histoire. Ça c'est génial, tu peux pas faire ça à l'ancienne, tu peux pas faire un Sol qui devient quelqu'un, ou alors ça va être cheap. Bon là, lui il est très fort, mais la plupart des gens c'est du gadget, je trouve pas ça très beau. Ça manque de vérité, ça manque de chair, et je trouve que la main de l'homme dans un travail, c'est beau, comme un menuisier, comme un mec, comme un guitariste, tu vois. Tu peux refaire de la musique par ordinateur, mais la guitare, c'est la guitare, le violon, c'est le violon. Tu veux du violon, tu prends un violoniste, tu vois. C'est ça le truc. Mais tu trouves que c'est pas difficile de se replonger justement dans ces vieux films en animation? Les choses vieillissent, mais ça c'est normal. Quand tu te replonges dans une vieille maîtresse, tu vois aussi, elle a vieilli, quoi. Maîtresse d'école. Oui, absolument. Sim, toi, t'as eu l'occasion de bosser en SFX sur le Visiteur du Futur? Bah oui, quasiment exclusivement. Alors, moi, je fais une réponse en tant que comédien sur le plateau. C'est vrai que pour nous, il n'y a rien en fait à ce moment-là, donc c'est assez intéressant en fait. C'est un challenge parce qu'on doit tout imaginer. Et c'est vrai que si on avait des castabots, des trucs, ce serait plus confort, mais en même temps, ce serait de la facilité pour le coup, tu vois, à l'inverse de le SFX qui d'habitude est la facilité. Et puis bon, c'est vrai qu'on serait ravis de pouvoir détruire Paris pour ouvrir une fenêtre et montrer Paris dévasté. Mais tu veux dire par là que France 4 n'est pas assez généreux? Bah non, c'est qu'on on a commencé une pétition, mais les Parisiens ne veulent pas mourir. C'est marrant ça. Moi, je trouve qu'il y a un truc sur les SFX par ordi là, c'est qu'on devient blasé en fait. Mais non, il y en a partout et il y en a tellement qu'on est complètement blasé quoi. Tu vois les bandes annonces, c'est les mêmes trucs que tu as déjà vu. Donc l'effet spécial, il faut qu'il soit, comme tu disais, vraiment au service d'un truc. Parce que maintenant, c'est tellement facile de faire n'importe quoi qu'on fait n'importe quoi, on en met plein la gueule et on espère que. C'est pas une réponse de vieux schnock ça? Non, oh les vieux ils sont là. Non parce que là on prend. Ouais mais tu vas aussi pour prendre ton pied, c'est-à-dire oui mais justement tu prends plus ton pied. Tu prends plus ton pied au bout d'un moment parce que t'es blasé de ce genre de truc. Il y a un côté, les choses sont fausses, on croit plus, et c'est un peu dommage aussi de perdre. Est-ce que c'est pas comme ça un passage d'une période technique à une autre? Est-ce que c'est pas le temps que ça se régule et non, parce que en plus je suis persuadé qu'aujourd'hui il y a des réalisateurs qui reviennent pour les explosions par exemple ou pour des effets spéciaux. Un vieux pétard. Non, pas forcément un vieux pétard, mais regarde par exemple, je suis pas complètement fanatique du travail de Christopher Nolan, mais sur le Dark Knight, il a fait exploser un hôpital qu'il a construit de A à Z et maintenant, paf, on explose tout. Alors qu'un Michael Bay aurait certainement fait une explosion surtout en que c'est pas forcément moins cher de faire des effets. C'est pas forcément moins cher en plus. Mais effectivement, on peut être un petit peu blasé parce qu'on les voit partout tout le temps et qu'au bout d'un moment, on n'est plus surpris par rien. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. C'est devenu tellement la guerre aux graphismes les plus impressionnants, les plus réalistes, qu'au bout d'un moment, on en oublie que l'important dans un jeu, c'est le gameplay et c'est pas forcément la gueule que ça a. Dans un film, c'est pareil. Si les effets spéciaux servent pas à l'histoire, ça sert à rien. Mais donc, c'est pareil pour les effets spéciaux à l'ancienne. Ce qui serait intéressant, ce serait que vraiment les SFX, donc visuels, numériques et tout, fassent des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'arrive pas à faire, parce que ça, ils le peuvent quand même, effectivement, faire exploser Paris, ou dans Dead Shadows, t'as le Grand Palais qui explose. Ça, tu le fais en maquette, t'as intérêt à assurer aujourd'hui, avec le degré de précision qu'ont les yeux. Mais en même temps, qu'on garde le côté un peu, on va dire, archaïque pour des choses qu'on peut faire encore, quoi. Pour que c'est une certaine vérité. Je pense qu'il y a une balance à faire, c'est comme tout. Je veux proposer au public de voter. Ouais, c'était juste par rapport aux effets spéciaux à l'ancienne, il y a une sorte de conséquence un peu inattendue, c'est que je trouve qu'ils apportent un truc en vieillissant mal dans les films d'horreur, par exemple. Tu prends, je sais pas, dans Ça, il est revenu, il y a une séquence horrible où il rentre par le trou de la douche et tout, qui a trop mal vieilli parce qu'ils l'ont fait en pâte à modeler, etc. Mais comme c'est de l'animation image par image, c'est un côté très malsain. Et en fait, ce côté malsain, je trouve que tu l'as pas avec des vrais effets spéciaux. T'as ça dans les épisodes de Freddy Krueger aussi, où il y a pareil des effets spéciaux en image par image. Et où c'est irréaliste, et en fait, c'est irréaliste et ça devient dérangeant. En fait. L'image de synthèse n'est jamais dégueulasse, quoi. Elle est jamais poisseuse, quoi. Parce que je crois que c'est l'imparfait face au parfait. Le parfait, c'est finalement pas très intéressant. L'imparfait, c'est le petit truc qui décale, qui va faire que
ça va te choquer, comme tu dis. Voilà, un dernier exemple que j'ai qui me revient en tête là, parce que justement on parlait de Freddy. Pour moi, une des tares du cinéma actuel, c'est le sang en image de synthèse. Quand on en vient, même Kitano l'a fait dans son film en image de synthèse, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je suis d'accord. Ils ne sont pas en image de synthèse, c'est Fred et Seb, et c'est tout de suite leur rubrique Rétro TV. Ouais, je pense que ce mec est mort. Ouais. Bizarrement, il est mort exactement dans la même position et dans la même salle que tous les autres qu'on avait fait avant. Bizarre, je comprends pas. Il m'a l'air complètement fricassé celui-là. Ouais, c'est vrai. Oh, ça me rappelle une série, Freakazoid. Freakazoid. C'est quoi cette série? Freakazoid. Oui, exact, oui. C'est Spider-Man que tu chantes. C'est pas du tout Freakazoid. Non, parce que Freakazoid, en fait, ça n'a rien à voir. C'est une série qui fait partie des segments qu'on trouve dans les Animaniacs. Oui. Et c'est créé par Bruce Timm, Paul Dini et Steven Spielberg qui a la création aussi. Paul Dini, celui qui a fait Batman. Exactement. Freakazoid, c'est un super-héros complètement déjanté en fait. Il n'a pas réellement de vrais pouvoirs hallucinants. Le personnage peut pas voler quoi en fait. Oui, c'est pour ça qu'il fait... Ouais, voilà, donc en fait il court partout les bras tendus enfin, en faisant une espèce de bruit trop chelou comme ça. Et c'est très très fou. Il y a plein de gimmicks installés comme ça dans la série, même si elle est très courte, moi j'ai trouvé ça très très drôle. Au niveau de l'humour, il y avait des pratiques un peu différentes, du genre on cassait un peu le quatrième mur, tu sais, le mur du spectateur. Oui, c'est-à-dire que des fois le héros s'arrêtait pendant l'épisode et commençait à présenter l'équipe technique qui filmait l'épisode. Il y a un truc qui est super rigolo aussi dans le générique, c'est qu'il y a une image de chimpanzé live, parce qu'ils utilisaient beaucoup aussi de stock footage dans cette série, c'était complètement fou. Et à chaque fois l'image du chimpanzé, parce que c'est Freakazoid, chimpanzé, l'image du chimpanzé change. Donc moi je trouve ça très très drôle. Ça ne sert à rien, objectivement, ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais je trouve que c'est un truc de folie en plus. Et donc voilà, la série n'a pas trop fonctionné aux States parce que elle était programmée sur une case horaire qui correspondait plus à des dessins animés plus grand public en fait et moins barré niveau humour. Mais que ouais, c'est sûr quand on est gamin, on piche pas trop les subtilités et on se sent un peu exclu de ce humour là quoi. C'est triste. Ça te dirait de bouffer un sandwich à la rosette? Ah, pourquoi pas. Vous voulez tout savoir sur les 18 saisons de Navarro? C'est tout de suite avec Joe Hum. Absolument, Davidovitch. Aujourd'hui, nous allons parler de Roger Hanin, une carrière qu'il est très difficile de résumer, tant il a marqué la télévision française avec la série Navarro, mais également dans des films. Cela dit... Comment tu raccroches à 21 Jump Street? Attention, vas-y. Policier, police, 21 Jump Street, flic, validé par le Big Boss. C'est ok. Aujourd'hui, nous allons donc parler... C'est un peu le Johnny Depp français. C'est un petit peu le Johnny Depp français, il faut le dire. C'est le Johnny Depp français. On va se replonger en 1987 pour être plus précis, l'année du flic de Beverly Hills 2, de L'Arme Fatale, de Good Morning Vietnam, de Predator, donc Rurik pourra confirmer que niveau cinéma on est dans une année plutôt... J'étais pas né mais on m'a beaucoup parlé. 1987, et alors côté télé c'est la série La Belle et la Bête avec Hellboy et Sarah Connor, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série fortement préoccupante, du dessin animé des Tortues Ninja, et puis de 21 Jump Street bien entendu. Alors juste avant qu'on en parle, je vous propose qu'on regarde quelques petites images. Et donc 21 Jump Street s'est créé en 1987 par des mecs qui ont des noms imprononçables. Patrick Hasburg ainsi que Stephen G. Patrick Hasburg. Stephen G. Cannell. Qui crée cette série Stephen G. Cannell, l'agence touriste, qui crée cette série en 1987. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette série? On suit les enquêtes d'une unité spéciale de policiers qui ont des gueules d'adolescents. Donc ils sont envoyés en mission undercover, souvent dans des lycées, pour démasquer des affaires de violence, de trafic de drogue, de raquettes et tout ça. Mais bon, on ne va pas tourner autour du pot de moutarde pendant 107 ans non plus. C'est la série qui a révélé Johnny Depp à la face du monde. Johnny Depp qu'on avait vu dans le premier Freddy de Wes Craven quelques années auparavant. C'était une victime d'une scène incroyable. Exactement, une scène de mort absolument folle. Une scène qui déchire, on peut le dire, effectivement, littéralement. Sous-entendu, mais on l'avait vu très succinctement dans le Platoon d'Oliver Stone. Et puis, en 1987, on lui propose de jouer dans 21 Jump Street. C'est avant ou c'est après
après Cry Baby? C'est avant Cry Baby, c'est avant Cry Baby de John Waters. Et Johnny Depp au départ, il refuse de faire la série, ça ne l'intéresse pas. Donc on propose le rôle à un autre acteur qui lui n'est pas bon du tout au bout de 3 épisodes. Tu sais qui c'est, non? Je me souviens plus comment il s'appelle, mais on vire l'acteur au bout de 3 épisodes parce qu'on n'est pas du tout satisfait de sa prestation. Et le rôle est proposé à Josh Brolin. Josh Brolin qui lui accepte, sauf que Johnny Depp à un moment il a plus trop de thunes, il arrive et fait écoutez, en fait, je suis peut-être d'accord. Comment vous dire pour signer un contrat pour 21 Jump Street. Pourquoi il accepte de signer un contrat pour 6 ans? Donc c'est quand même un gros engagement, mais parce qu'il se dit en fait cette série ça ne va absolument pas marcher, je vais faire ça pendant 1 an, je vais me renflouer un petit peu et dans 1 an ce sera terminé, on n'en parlera plus. Sauf que Johnny Depp crève l'écran dans 21 Jump Street, que toutes les gamines américaines tombent amoureuses de lui, en France aussi ça cartonne. Mais même les gamins. Et évidemment, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Toujours est-il qu'au bout d'1 an à peine, les propositions ciné commencent à pleuvoir pour Johnny Depp, qui lui se sent de plus en plus à l'étroit dans 21 Jump Street, ça le fait chier. On lui propose des films au cinéma, il est là genre pourquoi j'ai accepté 6 ans de 21 Jump Street. Et donc ça va devenir une véritable guerre rangée, guerre froide entre Johnny Depp et la production de la série. Johnny Depp va saboter littéralement les épisodes dans lesquels il apparaît. À partir de la 2e année, quoi. À partir de la 2e année, il va commencer à jouer un peu comme un pied. Il va faire des propositions. Pardon. C'est la 3e. Il se barre à la 3e saison. À la 3e saison, en fait, il y a donc un conflit juridique qui se met en place. Et finalement, les avocats de Johnny Depp vont réussir à rompre le contrat avant les fameux 6 ans. Mais entre-temps, Johnny Depp, il aura proposé des trucs complètement absurdes pour son personnage. Il arrive un jour en disant ce serait génial si mes collègues découvraient que mon personnage est passionné de beurre de cacahuète et qu'à un moment il rentrerait dans le vestiaire des flics et il le verrait en train de se tartiner le corps de beurre de cacahuète. Il en peut plus. Il était vraiment intéressant. Ouais, il était vraiment de Laurent. Ah non, mais c'est vraiment en fait je pense que lui il ne demande pas, il rentre direct comme ça. Je pense que le making of de 21 Jump Street doit être encore plus intéressant que la série qui en elle-même n'est pas fascinante. C'est super osé parce qu'il y a plein de mecs aux États-Unis qui ont eu des séries comme ça, qui ont été des gros cartons, qui au bout d'1 an se sont dit je me barre pour les propositions Cinoche, un nanar et on n'entend plus jamais parler. D'ailleurs, c'est doit être, je crois, David Mancuso, le héros des Experts Miami. Tout à fait. David Caruso. Juste sorti de 20 ans de désert astronomique parce qu'il s'était barré effectivement de sa première série qui avait cartonné au bout d'une saison. Il s'est dit ça y est, super, je suis le nouveau Rurik Saleh. Il s'est cassé, il a tourné avec William Friedkin, le film s'est planté. Il a tourné avec Barbet Schroeder et Nicolas Cage, le film s'est planté. Mais il a pas une bol. Et pour revenir sur Johnny Depp, lui, il a eu plutôt de la chance puisqu'il est sorti de 21 Jump Street et assez rapidement Tim Burton lui a fait confiance pour l'engager sur Edouard Main d'Argent. Depuis, ils vivent leur histoire d'amour à nos dépens du spectateur. On n'en peut plus de Johnny Depp, sa carrière et son intérêt se cassent la gueule comme celui de Tim Burton. C'est totalement. Tu connais cette blague de Tim Burton qui appelle Johnny Depp et qui lui dit allô Johnny? Oui. Et voilà, c'est la fin de la discussion. C'est-à-dire que c'est Johnny Depp qui dit oui tout le temps. Et Richard Grieco. Alors Richard Grieco, c'est marrant ça. Richard Grieco, lui, donc son personnage est le deuxième personnage le plus populaire de la série assez rapidement de par son look de beau gosse dans 21 Jump Street, si bien qu'il était prévu que son personnage soit tué à la fin de la saison 3 et ils se sont dit non en fait vu que Johnny Depp se barre on va pas le tuer, on va lui filer sa série à lui, une série qui s'appelle donc tout simplement Booker et il fera plus que quelques apparitions dans la série 21 Jump Street, TJ Booker. Alors pour terminer dans 21 Jump Street, Josh Brolin qui n'a pas eu le rôle de Tom Hanson, le rôle qui a échoué à Johnny Depp, réapparaît quand même très tôt dans la saison 1 dans un lycée justement dans une enquête. On retrouve comme ça au hasard d'un épisode Brad Pitt. Également, alors Brad Pitt, j'en ai déjà parlé les dernières, c'est quand même le roi du caméo. Oui, c'est ça, on le retrouve partout. Mais alors là, il a une coupe de cheveux véritablement préoccupante. Dans t'es pas encore le Brad Pitt qu'il est devenu. Dis donc. Ah non. Le meilleur caméo, c'est quand même dans le film 21 Jump Street qui est sorti il y a pas très longtemps, où Johnny Depp et son acolyte font un caméo. Peter DeLuise, qui est le meilleur caméo jamais vu, quoi. C'est hallucinant. Johnny Depp se prend une balle dans le cou alors qu'il est en mission undercover dans un gang de bikers. C'est le meilleur moment du remake. Rapidement, on trouve aussi Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. On retrouve donc John Waters, je l'avais dit, Bridget Fonda également qui vient jouer un rôle. Et Joe, tu sais qui est-ce qu'on retrouve aussi dedans? Non. On retrouve Slim. Non, il est pas dedans, mais c'est juste pour ce qu'on doit passer à notre invité maintenant. Joe. Okay. Mais oui, Joe. 21 Jump Street, regardez la série, c'est marrant. Voilà. Et tout de suite, on va passer au crible Slim. Slim, encore un copain en plateau, on est comme ça, hein, les gens qu'on n'aime pas, on les invite pas. On a pu te voir donc sur Le Visiteur du Futur, vous en êtes à la saison 4 actuellement en diff. Oui, absolument. Et tu es aussi devenu le héros d'une série télé. Parce que c'est quand même classe, les opérateurs France 4. Oui. Oh, il est tout timide, oh là là. Tire pas, c'est du faux. Oh mon
Dieu, un FX à l'ancienne. C'est François qui est en dessous. Pose-moi une question, comme ça je réponds, tu vois. Voilà, dis-moi, comment t'as vécu du coup la progression de Visiteurs du Futur? De manière progressive. Ouais, j'ai vécu assez progressivement. Mais continuelle. Non, c'est super intéressant en fait, parce qu'on commence sans moyens, sans rien, en tournant juste l'après-midi, parce que voilà, il faut pas déconner, on peut pas se lever tôt non plus pour aller faire des conneries avec François le week-end. Et puis un an plus tard, il nous dit ouais, ce serait bien qu'on tourne aussi le matin et tout. Ok, super. Bon, voilà. Et puis après, bien eu en fait. Il nous a eu petit à petit en fait. Et sauf que moi, il m'a toujours parqué dans la cave. En fait, j'ai passé 3 ans dans la cave de François. Alors, puis après, il a dit hey, il y a Ankama qui arrive pour produire, super. On va aller dans la cave d'Ankama. Super. Voilà. Et puis là, la dernière saison, c'était vraiment pour moi, je pense que c'est là qu'il y a eu le plus gros gap entre les saisons. C'est pas tant la saison 2-3 où il y a eu une production, parce qu'on était payé sur la saison 3, donc ça change un peu, mais sur le tournage en lui-même, le matériel, c'était pas devenu Star Wars. Ça change juste votre mode de vie, en fait. Ouais, encore que tu t'en vis pas. Hein. C'est juste oui, bien sûr. Il a pu s'abonner au Vélib, c'est tout, quoi. Pendant un mois ou deux. Hein. Donc non, ça c'était chouette, mais là on a tourné tout d'un coup, parce qu'avant sur la saison 3 on faisait encore une session d'une semaine, puis un mois plus tard une autre session, on faisait 2 épisodes par 2 épisodes. Est-ce que là vous êtes quasi dans la config d'un long métrage à petit budget, 5 semaines de tournage, 5 semaines de tournage, 130 pour faire 2 heures minutes, de film quoi. Ouais. Et du coup, déjà, c'est plus intéressant parce que tu dois penser une sorte de cohérence d'ensemble en tant que comédien dans les raccords de telle scène, et puis ensuite, celle que tu joues, c'est 9 épisodes plus tard, et c'est pas juste l'épisode d'après, ce qui est quand même plus compliqué à se mettre en tête. Et puis surtout, on avait des costumes, quoi. On avait des costumes, des décors. Le fait de partir à Poitiers, dans cette grande usine désaffectée où tous les décors étaient installés. Oui, j'ai tourné un truc récemment, tu me rappelles, et les mecs étaient sur le tournage, bien sûr, à Poitiers. Ouais. Ils m'ont dit que vous êtes allés tourner là-bas. Et toi, ce qui a été un profil quand même qui est vraiment aussi intéressant, c'est que, parce qu'on se connaît quand même depuis un petit moment maintenant, c'est que l'acting, c'est vraiment quelque chose qui te titille depuis hyper longtemps. Ça me titille, mais ouais, en fait, j'ai fait. T'as décomplexé peut-être par rapport à ça en fait. Ouais. Quand t'as fait tes premières web-séries et tout ça, est-ce que... J'ai commencé à jouer parce que j'avais pas de comédien en fait, sous la main tout simplement. Donc il fallait bien, il en fallait. Donc je confiais la caméra à d'autres membres de ma famille, quoi, à l'époque des courts-métrages et tout. Du coup, j'ai commencé à jouer comme ça, et ensuite je me suis toujours dit j'aimerais bien refaire du théâtre, mais j'avais pas le temps parce qu'il y avait le boulot, parce qu'il y avait les à côté du boulot, parce qu'en fait moi j'ai fait de la réalisation en CDI pendant 7 ans dans une boîte. Donc en gros tous les projets de fiction, web-série, etc. c'est ce que je faisais le week-end. En tant que comédien cette fois. Et bah du coup, comme j'avais pas trop de temps pour reprendre des cours de théâtre ou quoi, je me suis dit le mieux c'est que j'écrive des rôles et que je les joue, voilà, et que je joue avec mon pote Mathieu, avec d'autres amis, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à jouer. Et puis en même temps, François m'a fait un beau cadeau parce que le rôle du Castafolt à la base, donc le robot dans le Visiteur, il devait pas parler, et finalement il est hyper volubile. Et maintenant ils sont. Il a même des accents maintenant. Et du coup, tu m'as dit que par contre, t'étais pas. Mais c'est un point commun que vous avez avec Florent, pas forcément hyper geek avec Florent Dorin, le comédien. Non. C'est pas forcément votre point d'accroche dans. Étonnamment non, en fait moi je suis arrivé à l'audiovisuel parce qu'à la base je suis quand même plus réal, on va dire sur la partie technique, parce que j'aimais la technique, parce que un jour j'ai eu un caméscope entre les mains, et que vraiment le côté bidouille de création de l'image, de monter avec un caméscope sur un caméscope et de faire l'appuyer sur la touche doublage son et tout, ça m'éclatait, je trouvais ça vraiment marrant. Tu montes avec 1,5 secondes d'imprécision, donc ton montage il est quand même assez bancal. Et donc après il y a eu un ordinateur, je fais putain à l'image près, mais c'est dingue. Donc après j'ai fait des films pour essayer les logiciels, pour essayer After Effects, pour essayer, donc c'était plus cette démarche-là. Et finalement, ma culture geek, elle va être plutôt mainstream, quoi. Moi, j'ai grandi avec les Goonies, les Retours vers le futur, les Ghostbusters. Eh bien, ça tombe bien, car nous allons faire un petit jeu ensemble. Je donne Laurent Rurik, vous serez l'équipe numéro 1, Joe Slim, ensemble, d'accord? Je vous donne un titre québécois. Vous devez me retrouver le titre français. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Messieurs, dames, chez vous, vous pouvez jouer. Comment on fait? On crie ou on lève la main? Oh, vous lancez un jouet. Tiens, lance. Voilà. Et tu as ton buzzer, Gonzo. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Une vie de bestiole. Titre québécois. A Bug's Life. Oui, donc en français? En français. Mille et une pattes. Mille et une pattes, le piège de Joe. Et voilà, bim. Rapide et dangereux. En anglais et autres. C'était quoi, pardon? Gagné 2-0. Ah bah les gars, oui les gars. On n'écoute pas. 24 heures avant la nuit. Ah, c'est le film de Spike Lee, 24 Hours. Donc, la 25e heure. La 25e heure, voilà. Il y a un décalage d'1 heure entre le titre québécois et le titre français, ce qui est assez énorme. Graffiti américain. American Graffiti. Ex aequo. De toute façon, je ne compte pas les points, je n'ai jamais eu mon bac, donc ça ne sert à rien. Folie de graduation. Est-ce que vous savez dans le public? Ferris Bueller? Non, c'est pas ça.
American Pie. Oh là là. Eh oui. Trésor national, attention, le National titre. Treasure. Ah oui. Benjamin Gates. Très bien. Ah oui, Forcément. La légende du gros poisson. Big Fish. Très bien. Danse lascive. Dirty Dancing. Voilà. Je trouve que c'est bien ce danse lascive, je trouve que c'est un super titre. Attention, celui-là est plus compliqué. Ça a froid. C'est un mec, il a un cure-dent dans la bouche, il conduit une petite Cobra. bagnole. Et une Drive. musique. Drive. Drive, très bien. Drive. C'est ça, froid. Allez, je finis. On finit vite. Les sacrifiés. Les sacrifiés. Allez, indice. Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis. Bien. Mon fantôme d'amour. Ghost. Ouais, point ex aequo. Est mort de peur. C'est pas Scream. Scream. Non, c'était Jeepers Creepers. Tu sais que j'en ai un autre. Ça va clencher. Speed 2. Oh, c'est bon. C'est bon. Alors on est bien. Allez, on va vous placer d'autres choses beaucoup plus intéressantes que ça dans la shopping list. Alors attends, ce que tu dessines, c'est un train, c'est un chien, c'est une télécommande, c'est un mouton à quatre pattes, j'en sais rien, franchement tu dessines comme une patate. Anna Yamata chez Doki Doki. L'histoire d'une petite étudiante de 14 ans. Tout se passe pas très bien pour elle jusqu'au jour où elle découvre un personnage incroyable. Une fille gracieuse, telle une fée. Est-ce une fée d'ailleurs? C'est une bonne question. Et ensemble, elles vont découvrir le monde de la danse traditionnelle japonaise. Tout de suite, je vous propose la version française. Ok, je sais que t'es pas une fée, mais laisse-moi te faire découvrir le monde des danses traditionnelles bretonnes. UFO ou UFO, comme on me le fait remarquer derrière la caméra, est un film d'invasion extraterrestre disponible désormais en DVD et en Blu-ray, avec un casting de dingue. Attention, accroche-toi public. Bianca Brie, Sean Brosnan, le fils de Pierce Brosnan, Simon Phillips, peut-être le frère de Jean-Claude Sonny, je ne sais pas, et Jean-Claude Van Damme, et la fille de Jean-Claude Van Damme. Ce qui me fait dire, pour un prochain film, Jean-Claude, est-ce que tu ne pourrais pas tourner avec ton chien, Jean-Claude Van Damme et son chien, Jean-Claude Van Damme et son smartphone, le voisin de Jean-Claude Van Damme, ou encore la tata qui rote de Jean-Claude Van Damme? The Boys chez Panini Comics, en l'occurrence ici dans mes petites mains le tome 18. Le groupe de CIA qui est chargé d'empêcher les super-héros de faire des super conneries poursuit ses aventures. Alors certes c'est un peu bavard, parfois un petit peu simpliste, mais il y a des passages excellemment trash. The New Avengers, à la recherche du sorcier suprême. Voilà un bel ouvrage de Panini Comics sur l'univers de Marvel, bien évidemment. Que se passe-t-il dedans? C'est simple, le bouffon vert a mis la main sur tout l'univers Marvel. Il crée les Dark Avengers, c'est des super-héros, mais les super-vilains surtout qui sont dedans. Sauf que les super-héros, ils disent, attendez, on va pas se faire piquer la place les gars, faut y aller là, faut se motiver, on va récupérer notre place. 92 000 chez Hors Collection, voilà un ouvrage qui va te plaire si tu es complètement concerné par ces années-là. C'est chez Hors Collection, alors c'est très bien, ça revient sur les Tamagotchi, les Game Boy, les séries cultes, les bonbons, les jouets de filles, enfin je connaissais bien puisque c'était les seuls jouets que m'offraient mes parents, indignes personnages. Sauf que en même temps, il faut se taper des pages sur José Bové, la Formule 1 et le foot. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Oh bon, on le garde quand même. Quand tu étais petit, tu aimais jouer aux mécanos, Lego, Transformers, mais aujourd'hui la situation a bien changé puisque ta femme est en train de vider ton compte en banque pour faire des sorties avec ton prof de SVT parce que justement tu avais repris des études. Alors venge-toi. Venge-toi et dépense 9 000 € dans une statue de Optimus Prime, grandeur nature. Allez, je crois que c'est le moment de remonter là-haut. Je n'ai déclaré aucun vainqueur sur le jeu. Voilà, vous avez gagné une shopping list, c'est tout. Voilà, c'est bien fait pour votre tronche. Tu veux dire qu'on a gagné ce qu'il y a dans la shopping list? Ouais, tu rêves mon gars, tout est chez moi. C'est le moment d'attribuer un petit plus, Slim. C'est simple, tu vas donner un petit plus au chroniqueur qui t'a le plus convaincu de découvrir l'œuvre qu'il t'a présentée. C'est pas facile à dire. Brièvement, à qui donnerais-tu ce petit plus? Je me souviens plus de ton prénom. Laurent. Oh là là,
cassé. J'ai bien aimé ta chronique, mais toi, J'aurais dû inventer un autre prénom en fait. Robert. Je vais donner à Robert parce Jean-Pierre qu'il m'a donné envie de bouquiner. Bon. Ok, Rurik. Écoute, j'aurais pu dire le visiteur, mais j'ai dit à François. Parce que j'ai toujours pas vu. J'ai toujours du mal à avoir envie de regarder ta série. Bah écoute, très bien. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est cheapé. Quoi. Mais ton livre, c'est vrai qu'il a l'air vraiment cool, quoi. Il l'est. Le pitch Joe est mortel. Moi, je donnerais mon point à Rurik parce que je m'en suis toujours voulu de n'avoir pas vu Les Diaboliques et encore moins maintenant après avoir entendu sa chronique. Je me dis mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour pas voir ce truc-là. Donc il faut absolument que je le voie tout à l'heure en rentrant chez moi. C'est mon point qui va à Rurik. Jean-Pierre. Eh ben écoute, je vais rentrer avec Baptiste pour aller voir le film aussi parce que j'ai très envie de le voir. Très bien. Moi, je donne aussi mon petit plus. T'es quand même très doué pour réussir à nous faire passer quand même des œuvres. Je raconte n'importe quoi. Surtout que tu n'as jamais vu les films. C'est que quand vous allez voir le film, vous allez les chanter. Voilà. Allez, l'émission est désormais vraiment finie. Vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous nous suivez sur les petits comptes, le site internet plus ou moins geek, www.plusoumoingeek.com. Le petit compte. Vraiment une bande de petits comptes. Sur le forum, n'oubliez pas d'en parler partout autour de vous de cette émission. Elle continue. On se retrouve très vite. Bye bye, mes petits carambarmous. Mais tu es carambarmous. Thank you.